Je viens de lire ce mois-ci un bouquin étonnant, remarquable, qui s'appelle « Les confessions d'un assassin financier ». Certains le connaissent peut-être, et ceux qui ne le connaissent pas, j'en fais la pub, c'est vraiment à lire. Et si vous lisez ça, vous pouvez arrêter votre abonnement au soir à Libé et éventuellement à la télé. Et vous allez voir pourquoi. John Perkins il s'appelle lui-même « J'étais un assassin financier ». Et donc il a travaillé pour une firme qui officiellement vendait des programmes d'ingénierie et de construction un peu partout dans le monde, dans le tiers-monde. Et il se présentait donc comme un économiste et il allait dans les pays du tiers-monde, Afrique, Asie, Amérique latine. Et voilà comment on lui présente son boulot quand il commence. Premièrement, je devais justifier d'énormes prêts internationaux dont l'argent serait redirigé vers Main, c'est la compagnie qui l'emploie, et d'autres compagnies américaines plus connues comme Bechtel, Halliburton, très active en Irak notamment, Stone Webster et Brown & Root, par le biais de grands projets de construction et d'ingénierie. C'est-à-dire qu'il est chargé de persuader les dirigeants de pays pauvres d'Afrique et d'Amérique latine qui doivent absolument construire des énormes centrales électriques parce que leur pays va se développer et que ça leur rapportera et que donc avec ça ils pourront rembourser, qu'il faut aussi faire des routes, des aéroports, tout ce qui va avec, comme par hasard d'ailleurs tout ce qui aide à exporter les produits, les matières premières, les ressources de ce pays. Et donc, il est chargé de leur vendre d'énormes travaux. Mais je dis énormes. Il donne beaucoup d'exemples sur une série de pays. Deuxièmement, dit-il, je devais mener à la banqueroute les États qui recevraient ces prêts. Je ne me suis pas trompé, je relis. Je devais mener à la banqueroute les États qui recevraient ces prêts. Je devais les mettre en faillite. Je devais les obliger à contracter une dette qu'ils ne pouvaient pas rembourser, de sorte qu'ils seraient à jamais redevables à leurs créanciers et constitueraient donc des cibles faciles quand nous aurions besoin d'obtenir leur faveur sous forme de bases militaires, de vote aux Nations Unies ou de l'accès au pétrole et à d'autres ressources naturelles. Et donc il donne toute une série d'exemples à propos d'une série de pays qui effectivement ont été volontairement mis en faillite pour les rendre dépendants et pouvoir continuer à les piller et à les utiliser. Ça, c'est donc ce qu'il appelle être un assassin financier. Et il dit, j'étais un parmi quelques centaines, et maintenant il y en a des milliers. Mais là, il a commencé sa carrière dans les années 60-70. Et il dit, maintenant il y en a des milliers, il y en a encore plus. Et il explique que l'aide n'était absolument pas une aide, mais un piège. Et sur la dette, il dit ceci: notre empire global des États-Unis dépend largement du fait que le dollar est la principale monnaie internationale et que ce sont les États-Unis qui en impriment. Ainsi, nous prêtons de l'argent à des pays comme l'Équateur, tout en sachant très bien qu'ils ne pourront jamais le rembourser. En fait, nous ne voulons pas qu'ils payent leurs dettes, puisque c'est ce non-paiement qui nous procure une influence sur eux. Et il dit, voilà donc ça, la soi-disant aide, la soi-disant dette, en fait ça veut dire qu'on leur fait un prêt pour qu'ils puissent acheter plein de trucs à des sociétés des États-Unis, de sorte que les États-Unis impriment des dollars qui ne quittent pas les États-Unis, et on appelle ça une aide au Sud. Et après, vous avez des générations et des générations qui sont obligées de se serrer la ceinture pour rembourser ça. Et il dit en plus, on oblige ces États à diminuer comme je le disais au début, à diminuer leur budget de l'éducation, de la santé, à diminuer les salaires, à vendre leurs entreprises. Et donc, on les plonge absolument dans la catastrophe, dans la banqueroute, exprès. Et alors il dit, nous étions donc la première vague, les economic hitmen, les assassins financiers. Et il dit, parfois on ne réussissait pas.
Parfois on échouait, parfois on tombait sur un dirigeant honnête ou qui voulait absolument défendre ses intérêts, ou quelqu'un qui préférait travailler avec une autre grande puissance. Et alors, dit-il, les deuxièmes qu'on envoyait dans ces pays, c'était ce qu'il appelle les chacals, c'est-à-dire les assassins tout court. Et donc vous avez eu dans les années 60, 70, 80, une série de dirigeants en Amérique latine, par exemple, Panama, Équateur, tout ça, qui avaient un programme très indépendant pour leur pays, qui voulaient résister aux multinationales, qui avaient des projets, et qui sont inexplicablement morts dans des accidents d'avions, d'hélicoptères, ou ceci ou cela. Et il explique que tout le monde dans sa profession sait très bien qu'ils ont été assassinés. Et il disait parfois les chacals ne réussissaient pas, et alors la troisième vague, c'est l'armée. Et donc c'est très important de voir la vision globale de la politique des États-Unis dans cette affaire-là. 1, les assassins financiers, 2, les assassins tout court, 3, l'armée. Et de bien voir la stratégie globale.